Et on va commencer avec vous, Rachel Chalolita. Vous avez choisi un poème en yiddish. Expliquez-nous, comment s'appelle ce poème déjà pour commencer? Ce poème s'appelle Yam Lid. Ouais. Et ça veut dire le poème sur la mer. Et ça a été écrit en yiddish par le poète le plus connu en Israël, qui est normalement connu par l'hébreu seulement. Et là, je trouvais très intéressant qu'il a écrit aussi en yiddish. C'est très peu connu. Haïm Naham Bialik, c'est quelle époque? Haïm Naham Bialik, c'est considéré comme le poète national d'Israël, qui écrit toujours en hébreu, bien sûr. Et là, j'ai trouvé ce poème qui est très intéressant en yiddish. Ouais. C'est un auteur de quelle époque? C'est un auteur. Il est dans la première moitié du XXe siècle. Ouais. Et quel est votre rapport à vous, à cette langue, le yiddish? Le yiddish, c'est la langue de mes parents, mais ils n'ont pas parlé avec nous, le yiddish, parce que c'était l'hébreu. Le yiddish était un peu un problème en Israël dans les premières années de l'État. Et puis, je retourne à yiddish maintenant. Il y a 3 ans que j'ai fait mes études en yiddish, et pour mieux connaître cette langue que je n'ai pas connue à la maison. C'est la journée de commémoration de l'Holocauste aujourd'hui, une date importante pour vous, on imagine, pour ceux d'Europe centrale notamment, des Juifs qui ont fui les persécutions nazies? Oui, bien sûr. Il y a un chapitre dans mon livre qui parle de ça, qui est consacré à Chaya. C'est une femme d'un certain âge qui a perdu toute sa famille là-bas, oui. Eh bien, on va maintenant, Paloma Colombe, vous demander votre coup de cœur à vous. Vous avez choisi la Kahina. Rappelez-nous qui est-elle et pourquoi elle? Alors, la Kahina, c'est une guerrière berbère du 6e ou 7e siècle qui a unifié le Maghreb. Enfin, berbère amazigh, on pourrait dire, et donc qui a unifié le Maghreb. Et ce qui me touche particulièrement dans cette figure-là, c'est qu'elle est considérée a posteriori comme une des premières figures féministes. C'est vraiment pour le symbole, pour ce qu'elle représente, pour sa liberté, sa force et l'inspiration qu'elle peut donner, je pense, à beaucoup de femmes créatrices, inspiratrices dans le monde. Et d'ailleurs, vous ne dédiez pas ce coup de cœur seulement à la Kahina, vous dites à toutes les femmes et les hommes qui se battent chaque jour pour élargir les cases auxquelles on veut les assigner. C'est quoi ces cases auxquelles on veut assigner les femmes et les hommes? Je crois qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'on essaye sans arrêt de nous mettre dans des cases, de rapetisser notre identité. Et moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui se battent au quotidien, mais vraiment dans le monde. Je ne vois pas qu'au Maghreb, par exemple, des difficultés pour les femmes et les hommes. Vraiment partout dans le monde, par exemple dans leur art, se battent pour faire exister ce en quoi ils croient chaque jour. Pour moi, ça c'est très fort et j'y crois. Et voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. La Kahina, ça vous dit quelque chose? En général, c'est un personnage que l'on cite souvent comme étant une femme qui a été, avant d'être convertie à l'islam et d'avoir combattu les Omeyyades, qui a été juive notamment. C'est quelque chose que vous connaissez, cette histoire du Maghreb? Non, malheureusement non. Mais c'est très intéressant. J'aimerais écouter, oui. Je me permets juste de dire qu'elle n'a jamais été convertie à l'islam. Elle est morte, on lui a tranché la tête avant. Parce qu'elle s'est battue. Parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle a résisté jusqu'au bout, justement.